Je vais vous parler un peu des biais, justement, un peu tout à l'heure, moi aussi. Et je vais vous parler de cette intelligence artificielle, en fait, qui m'horripile, qui m'énerve, celle dont on nous parle depuis 5-7 ans. Et c'est cette intelligence artificielle-là qui n'existe pas. Donc c'est celle-là que je décris dans mon bouquin. Par contre, je vais vous parler aussi de l'intelligence artificielle qui existe, celle qui est dans les tranchées, je dirais, celle que moi je fais depuis 30 ans. Celle-là, elle existe, il y a plein de choses à faire avec encore. Et il ne faut surtout pas abandonner, et c'est une des raisons pour laquelle aussi j'ai écrit ce bouquin. Pour montrer que c'est pas Hollywood, c'est pas de la science-fiction. Donc il ne faut pas en avoir peur comme on essaye de nous faire peur dans les médias en général aujourd'hui, quand on nous raconte que l'intelligence artificielle va nous remplacer, l'intelligence artificielle va nous tuer. Enfin bon, toutes ces bêtises-là, c'est ça que je vais essayer de vous démontrer. Je vais essayer de vous démontrer aujourd'hui que ça, effectivement, ça n'existe pas. Alors, voilà, parfait. Super timing. Donc ça, c'est moi, c'est facile. Vous me connaissez parce que j'ai ma chemise hawaïenne. Donc ça permet de distinguer dans la foule. Ah, voilà. Donc on passe au suivant. Donc cette intelligence artificielle qui n'existe pas, déjà on va essayer de définir ce que c'est que l'intelligence artificielle. Donc l'intelligence artificielle, ça date pas d'hier, hein, le terme date d'il y a 60 ans. Donc il y a 60 ans, en 1956, il y a des universitaires de l'université de Dartmouth, des gens très très intelligents, qui ont décidé qu'ils avaient réussi à mathématiquement modéliser un neurone. Ils ont dit on a modélisé le neurone, donc si on a modélisé le neurone, on peut modéliser un réseau de neurones. Si on modélise un réseau de neurones, on peut modéliser un cerveau. Si on modélise un cerveau, on peut modéliser l'intelligence. Et c'est l'intelligence artificielle. Ben, sérieusement, il est stupide. Il est stupide parce qu'on est parti de faux, dans le sens où on est parti de cette modélisation du neurone qui était fausse, parce que mathématiquement, on ne peut pas modéliser un neurone. D'accord ? Donc en 1956, on ne connaissait pas grand-chose du neurone. Aujourd'hui, les spécialistes du cerveau nous disent qu'ils connaissent entre 20 et 40% du cerveau. Donc vous pouvez imaginer, il y a 60 ans, on connaissait bien moins encore de ce cerveau et de ces neurones. Donc on est parti d'une notion fausse. Et vous allez voir, évidemment, où on est arrivé, c'est nulle part, parce qu'on n'a vraiment pas réussi. Mais moi, je vais faire démarrer en fait l'intelligence artificielle en 1642. Pourquoi 1642 ? Parce que je suis franchouillard de base, et j'aime bien Pascal, et Pascal a créé la première machine à calculer, la Pascaline, qui est ici sur la photo. Et cette Pascaline, c'est le premier ordinateur, vraiment, d'accord ? C'est le premier machin qui a permis de faire des calculs compliqués, non pas si compliqués que ça, c'est des additions et des soustractions. Mais ces additions et ces soustractions, des fois c'est quand même compliqué. Si je vous demande tout de suite combien font 1749 plus 442, alors est-ce que ça veut dire que vous n'êtes pas intelligent, le fait que vous ne fassiez pas cette équation, cette addition à 4 chiffres ? Je pense que ce n'est pas le cas. Je pense que vous êtes intelligent, mais je pense qu'effectivement, ça demande une certaine pratique, une certaine agilité intellectuelle qui fait qu'on n'a pas vraiment envie de le faire. C'est pour ça qu'on crée les outils pour faire ces trucs qui sont un peu fastidieux, un peu fatigants, qui ne sont pas tellement intéressants. Et cet outil-là, c'est quand même un outil fantastique parce que lui ne se trompe jamais quand il fait l'addition. Même si quelqu'un avait réussi à me donner le résultat de cette addition, il y avait une chance, il y avait près de 60% de chance que vous ayez faux de toute façon. Okay. Donc, mais en 1600, l'intelligence artificielle, parce qu'en fait, c'est un outil. Mais si on réfléchit bien, en fait, depuis la nuit des temps, on crée des outils. Pourquoi on crée des outils ? On crée des outils pour se remplacer, pour remplacer des tâches qui ne nous intéressent pas et qui sont fastidieuses, blablabla. Okay ? Donc, on pourrait faire remonter ça il y a très très longtemps. Je vais revenir à nos amis ici. Nos amis ici, en 1956, qui ont créé le terme d'intelligence artificielle. En plus du fait qu'ils sont partis sur un postulat qui était faux, ils ont essayé de résoudre un problème qui était certainement le plus compliqué qu'on puisse faire avec l'intelligence artificielle, c'est le langage naturel. Le langage naturel, c'est le propre de l'homme, comme dirait Pascal, pas Pascal, pardon, Descartes. Et donc, c'est hyper compliqué. Quand je produis des mots ici pour que vous receviez les mots et pour que vous en fassiez sens, c'est le truc très très difficile qu'aujourd'hui, toujours, avec les intelligences artificielles dont vous avez entendu parler, qui sont ces enceintes qui vous écoutent et à qui vous pouvez parler, c'est toujours très très compliqué, ça ne marche pas très bien. Mais bon, ils se sont attaqués à ce problème, et en s'attaquant à ce problème, en fait, ils ont échoué. Ils ont échoué rapidement. La machine qu'ils avaient fabriquée n'a pas été capable de résoudre le problème du langage naturel. Et donc, on est rentré dans quelque chose qu'on appelle aujourd'hui le premier hiver de l'IA.
Le premier critère de l'IA, c'est quoi? C'est quelque chose où les financements se tarissent. On n'a plus envie de donner des sous à ces machins-là parce que ça ne marche pas. D'accord? Et là, en l'occurrence, c'est exactement le problème que j'ai encore aujourd'hui. C'est qu'à l'époque, on avait menti, en quelque sorte. On avait promis des choses. On avait fait miroiter quelque chose que pouvait faire cette intelligence artificielle. Et tout ça, en fait, c'était faux. C'était pas vrai. On n'a pas pu résoudre le problème qu'on avait promis qu'on allait résoudre. Et aujourd'hui, si on continue à raconter n'importe quoi sur cette intelligence artificielle, si on continue à nous raconter que c'est Terminator ou Her ou que c'est des trucs de Hollywood dont je parlais tout à l'heure, si on continue ça, on a un risque d'arrêter les financements parce que les gens vont être déçus, nous, vous, on va être déçus. Et donc les financements vont s'arrêter. Et les bonnes choses de l'IA, les choses, vous allez voir que je ne parle plus d'intelligence artificielle, mais je vais parler d'IA. Les bonnes choses de l'IA, eh ben, on va les arrêter et on risque d'avoir les financements qui se tarissent aussi parce qu'il y a une autre partie de cette intelligence artificielle qu'on glorifie qui, elle, en fait, ne fait vraiment rien et n'avance pas. D'accord ? Dans les années 60, 70, 80, 90, il y a eu d'autres méthodes qui ont été utilisées. Au lieu d'utiliser ces méthodes statistiques, mathématiques, de modélisation mathématique du neurone, on a utilisé une méthode plus logique. Ça s'appelle les systèmes experts. Les systèmes experts, c'est des bases de règles, globalement, c'est des choses qui disent si, machin, alors truc. Et ça a donné des résultats relativement intéressants. C'était bien, donc pendant une trentaine d'années, une quarantaine d'années, il y a eu plein de systèmes experts, donc des machines qui pouvaient décider en fonction des règles qu'on leur donnait, qu'on fabriquait pour elles. Et donc ça a donné des choses très intéressantes. Dont, en 1997, la première machine... J'ai levé le bras, hein, ouais. La première machine qui a battu Kasparov aux échecs, champion du monde d'échecs. Le gars, il se fait ratatiner par une machine qui s'appelle Deep Blue et qui le bat donc aux échecs pour la première fois en 97. D'accord, c'est magnifique. Alors là, on peut dire, ça y est, on a créé une machine intelligente grâce à ces systèmes experts. La vérité, si on réfléchit bien, il n'y a absolument aucune intelligence dans ce système expert-là. D'accord ? On a rentré les règles des échecs. Les règles des échecs, c'est pas si compliqué que ça. Hein. Bon, vous avez certainement tous joué aux échecs à un moment donné. Bon, c'est pas extrêmement compliqué. On peut modéliser ça en une petite vingtaine, trentaine de règles. D'accord ? Donc c'est pas difficile. Ce qui est un peu plus compliqué, c'est de trouver le chemin d'une position sur l'échiquier jusqu'à une victoire. D'accord ? Et il se trouve que mathématiquement, on peut modéliser ça aussi maintenant. Enfin, les mathématiciens disent qu'il y a 10 puissance 49 à peu près coups possibles aux échecs. Et 10 puissance 49, c'est beaucoup, mais en 97, on avait des mémoires assez grosses, des processeurs assez puissants pour pouvoir justement calculer la distance entre une position et la victoire. Et donc, en gros, ce qui s'est passé, c'est que Kasparov, qui était très fort, hein, qui était champion du monde depuis des années, lui, il avait à peu près 20 coups d'avance. Nous, quand on joue, on a à peu près 2 ou 4 coups d'avance. D'accord ? Lui, il avait à peu près 20 coups d'avance par rapport à sa vision du jeu. La machine, en l'occurrence ici, elle avait tous les coups d'avance. Donc, il n'y avait aucune chance qu'on la batte. D'accord ? Mais c'est juste parce qu'on avait, encore une fois, programmé les règles et on avait assez de mémoire et de compute, de processeur, de la puissance processeur pour pouvoir faire ça. Dans les années 80-90, il y a des gens comme moi qui ont continué à essayer quand même de faire ces réseaux de neurones, parce qu'on pensait qu'il y avait quand même quelque chose, il manquait un peu de puissance, mais là, la puissance commençait à arriver. Donc, ce qu'on appelle aujourd'hui le machine learning, c'est pas autre chose que ces réseaux de neurones, justement, qui se mettent en place. Et il s'est passé une chose extraordinaire dans les années 90 aussi, ça s'appelle Internet. Ça s'appelle Internet. Donc, Internet, et pourquoi c'est un truc fabuleux cet Internet, c'est parce que, en gros, c'est la plus grosse base de données du monde. Et vous avez certainement entendu dire que le machine learning, le deep learning, c'est quelque chose qui demande beaucoup de données. D'accord ? Et il se trouve que sur Internet, étant la plus grosse base de données du monde, il y a plein de données. Et ce qui s'est passé dans les années 2000, c'est que Internet était déjà là depuis à peu près une petite dizaine d'années. Et donc, on a pu vérifier certaines théories grâce à des données qui étaient sur Internet. Alors là, je vais vous perdre, mais je vais vous rattraper juste après. Dans les années 2000, justement, ce qu'il y avait sur Internet, il y avait beaucoup d'images de chats. D'accord ? Alors, il y avait beaucoup d'images de chats. Donc, bon, vous allez me dire, ouais, bon, ça sert à quoi ? Ça sert en fait à vérifier ces théories. Parce que, comme il y a beaucoup d'images de chats, on parle de millions
parce qu'il y avait des gens qui prenaient en photo leur chat et qui mettaient « Oh, c'est mon kitty, machin, c'est mon petit ». Et donc, ça a créé une base de données, si vous voulez, de chats, une base de données véritable. Un des problèmes, on a entendu parler juste avant, un des problèmes, c'est de trouver ce qu'on appelle le ground truth, donc la vérité, d'accord, dans les bases de données. Et donc là, ici, de millions de chats, et on s'est aperçu qu'on pouvait les utiliser, et on a pu, grâce à 100 000 chats, créer, 100 000 images de chats, vérifier les algorithmes de deep learning, de machine learning, qui montraient qu'on pouvait reconnaître dans une image un chat à 98%. Alors c'est super de reconnaître, ça ne sert à rien, hein, mais c'est super de reconnaître un chat dans une image à 98%. Mais alors là, on peut réfléchir, est-ce que c'est vraiment super d'utiliser 100 000 images de chats pour reconnaître un chat à 98%? La question qui se pose maintenant, c'est nous, les humains, combien d'images de chats il nous faut pour reconnaître un chat à 100%? Est-ce que vous avez une idée? Une? En fait, les psychologues nous disent qu'on a besoin de 2 images de chat. Ma fille de 2 ans, elle a besoin de 2 images de chat pour reconnaître un chat tout le temps, même la nuit, d'accord, même dessiné par Picasso, peut-être. Mais en tout cas, de reconnaître les chats. Mais la vérité, c'est qu'elle n'est pas basée sur des images de chats. Elle est basée sur une instance de chat. Un chat, c'est beaucoup plus qu'une image. Un chat, c'est un contexte, c'est quelque chose. Si vous voyez un truc passer qui marche au plafond à l'envers comme ça, vous savez que ce n'est pas un chat. Il y a d'autres trucs qui vous disent que ce n'est pas des chats. Aujourd'hui, on essaye, dans ces intelligences artificielles, de se baser sur un seul type de données. On fait un peu de multimodalité, on essaye de faire de multimodalité, mais ce n'est pas facile de croiser, de fusionner toutes ces datas que nous, on est capable. D'accord ? Donc la vérité, c'est que, en fait, ce que je suis en train de vous raconter ici, c'est que ces machines ici, qui sont très très gourmandes en data, les techniques utilisées dans cette intelligence artificielle, elles n'ont strictement rien à voir avec les techniques utilisées par nous, par notre cerveau, par notre vraie intelligence. Okay ? Et pour ça, je vais vous raconter une autre histoire qui se passe, elle, cette fois-ci, en 2016. En 2016, il y a eu une autre machine qui s'appelle DeepMind, cette fois-ci, qui a battu le champion du monde de Go. D'accord ? Et le Go, c'est un peu plus difficile, un peu plus compliqué que les échecs. C'est même beaucoup plus compliqué. En fait, les mathématiciens, si vous leur demandez combien il y a de coups possibles au Go, ils vont vous dire il y a entre 10 puissance 172 et 10 puissance 742 coups. Ça veut dire quoi? Ce que je viens de dire juste maintenant, ça veut dire qu'on n'en sait strictement rien. D'accord? On n'en sait strictement rien et c'est un jeu qui mathématiquement n'est pas complet, on va dire. D'accord? Donc je ne vais pas le dire exactement comme ça, c'est pas vrai, mais en gros, pratiquement pour nous, c'est infini. Disons qu'il y ait 10 puissance 200 coups. 10 puissance 200, c'est beaucoup. Il y a des gens récemment, quand je leur ai dit il y avait 10 puissance 200 coups, ils m'ont dit bon, finalement, c'est que 4 fois. Je suis content que vous rigoliez comme parce que des fois on rigole pas et là je me dis bon, il y a du travail. Donc 10 puissance 200, 10 puissance 200, c'est énorme, d'accord? C'est d'autant plus énorme que dans l'univers, on considère qu'il y a 10 puissance 136 atomes. D'accord? Donc 10 puissance 200, c'est qui est trop gros. Et donc, du coup, on n'a pas pu utiliser les mêmes techniques qu'on avait utilisées pour les échecs. Et on a utilisé des méthodes statistiques. On lui a fait manger à la machine 30 000 parties de Go, plus les règles, évidemment, du Go. Et donc, finalement, elle a gagné. Mais elle a gagné parce qu'elle a joué des coups surprenants, très, très surprenants. Parce que non, il y a tellement de coups. Il y a des coups qui n'ont jamais été joués, d'accord? Et c'est ce qu'a fait la machine face à ce Coréen qui a été battu. Et il a été battu par surprise, en fait. Okay. Mais on s'en fiche un peu de savoir comment ça marchait. Ce qui est intéressant, c'est de s'intéresser à cette machine qui s'appelle DeepMind, qui s'appelle toujours DeepMind d'ailleurs, et qui tourne le programme qui s'appelle AlphaGo. Cette machine, quand on lui ouvre les entrailles, on voit que dedans, elle a 1500 CPUs. CPUs, c'est les puces qui sont dans vos ordinateurs, d'accord? Donc 1500 CPUs, elle a 300 GPUs. Les GPUs, c'est des puces aussi, mais qui sont dans vos ordinateurs qui permettent d'afficher à l'écran, qui permettent de faire du calcul matriciel globalement, donc un peu plus compliqué, un peu plus costaud que les CPUs. Et puis il y avait un autre type de puce encore qui s'appelle les TPUs. Les TPUs, c'est un type encore plus puissant de puce qui fait du TensorFlow et du machine learning. Donc en gros, dans cette machine ici, on avait 2000 ordinateurs. 2000 ordinateurs qui est un petit data center, d'accord? Un petit data center qui consomme 440 kilowatts pour jouer au Go. Okay,
440 kilowatts. Et là, le truc qui est intéressant, la question qu'on peut se poser, bon, super, 440 kilowatts pour jouer au Go, bon, pourquoi pas? Mais nous, là, nous, combien on a? Est-ce que vous avez une idée de combien on développe? Bon, pas tous, hein, mais la plupart. Est-ce que vous savez combien on développe dans notre cerveau? Vous avez une idée? De quoi? On est entre... Je ne vois plus là. On est entre 20 et 25 watts. Là, on est en train de dire que la machine produit 440 kilowatts et nous, on fait 20 watts. 20 000 fois la différence. C'est complètement ridicule. Parce que non seulement cette machine, elle ne fait que jouer au Go. Le gars en face, il fait la cuisine, il fait plein d'autres. Développer des machines qui sont à 440 kilowatts ou 400 watts, enfin qui sont des mini data centers, des trucs énormes, qui font un seul truc, pas forcément très intéressant. Alors que nous, avec 20 watts, on fait tout. La question que ça pose, c'est exactement la même que celle-là. C'est ce que ça prouve, c'est que ces méthodes d'intelligence artificielle n'ont strictement rien à voir avec ce que nous on fait. D'accord ? Donc il faut arrêter de parler d'intelligence en fait. Un truc, je vais revenir donc sur ce que disait Émilie juste avant, pardon. Les datas. Comme on a dit, les datas, c'est le truc le plus important. C'est comme ça qu'on programme maintenant. Avant, comme je disais, on programmait d'une manière logiquement, avec des conditions, et puis on allait step by step dans le programme. Maintenant, aujourd'hui, on programme facilement avec ces datas. Mais le plus gros danger, qu'on n'a pas encore très très bien compris, mais qu'on vous a expliqué juste avant, c'est qu'il y a du biais dans les datas, potentiellement. Et ce biais dans les datas, il peut être absolument terrible pour les programmes. Vous avez eu l'exemple de ce qui s'est passé avec les cartes d'Apple récemment, mais il y a plein d'exemples. Et en 2016, par exemple, il y a eu le premier gros problème identifié. Il a été fait par Microsoft, sans faire exprès évidemment. Ils avaient décidé de mettre un chatbot sur Twitter. Et ce chatbot, qui s'appelle Tai, était un chatbot qui devait avoir une conversation avec le public sur Twitter sur les produits de Microsoft et promouvoir les produits de Microsoft. Okay, donc, c'était une très bonne initiative. Le problème, c'est que ce chatbot, au bout de 16 heures, il est devenu, dans l'histoire des chatbots, qui n'est pas très longue, le plus raciste et sexiste chatbot de l'humanité. Et c'était grave. Enfin, je veux dire, c'était un nazi, mais c'était incroyable. D'accord ? Et là, on se demande, mais qu'est-ce qui s'est passé? Comment ça peut arriver? Alors en fait, bon, évidemment, Microsoft n'a pas mis sur la table exactement ce qui s'était passé, mais on peut analyser, essayer de comprendre un peu comment ça s'est passé. Alors il y a eu 2 bugs, d'après ce qu'on a compris. Alors un bug qui est facile, qui est un bug de logique, d'accord? Quand on crée un chatbot, on crée un chatbot qui veut s'adapter au public auquel on s'adresse. Okay, donc on a un facteur d'adaptabilité globalement où on va dire je veux vraiment me fondre dans la masse ou alors je veux garder mon identité et puis pas me fondre dans la masse mais dire ce que j'ai à dire. Et là le facteur d'adaptabilité était un peu trop haut et il paraît que sur Twitter, moi je sais pas, j'y suis pas, mais il paraît que sur Twitter au bout de 2-3 interactions on s'insulte. Donc là le truc, ben, ça a bien marché, il était très haut, donc au bout de 2-3 interactions il insultait les gens. Donc ça c'était bien, mais la bonne nouvelle c'est pas compliqué à changer. Il suffit de baisser le facteur d'adaptabilité, donc c'est un petit bug classique, je dirais, de programmation. Le deuxième bug, il est beaucoup plus insidieux. C'est un bug de data. Comme j'ai dit tout à l'heure, il faut qu'on trouve le ground truth. Il faut qu'on trouve quelque chose qui est la réalité, la vérité. Trouver des chats, comme j'ai dit, c'était facile parce que les chats étaient annotés, d'accord? Donc on savait que c'était un chat, que ce n'était pas un chien, donc on a pu avoir une base de données de chats. Trouver une base de données de conversation, c'est beaucoup plus compliqué. Sur Internet, c'est pas possible que une conversation annotée, d'accord, pour qu'on sache exactement ce qui s'est passé. Il se trouve que depuis les années 50, il y a une database qui s'appelle Switchboard, qui est utilisée par les gens qui font du speech, qui font de la reconnaissance vocale et qui font du langage naturel, et qui existe, et qui est une transcription de conversations des gens normaux avec, avec des call centers, des gens qui répondent à des questions, qui répondent quand vous avez des problèmes avec votre machine à laver ou je ne sais pas quoi. Et cette base de données, elle existe donc depuis les années 50. Mais elle est énorme. Il y a des millions et des millions de transcriptions d'interactions. Et là, en l'occurrence,
Ils ont fait un choix, ils ont pris un morceau de cette database, et le morceau de la database qu'ils ont pris, a priori, ça serait la database des États du Sud des États-Unis dans les années 50. Donc évidemment, vous partez sur une base qui est un peu compliquée pour les Noirs et pour les femmes. Okay, donc voilà, c'est l'explication comme ça. Donc la vérité, c'est que quand on va créer ces systèmes, il va falloir faire très attention parce que c'est pas tangible, on ne le voit pas forcément. Évidemment qu'ils n'ont pas fait exprès. Le gars de chez Microsoft qui a programmé le machin, je veux dire, j'imagine très bien ce qu'il a fait. Il se retrouve avec l'énorme database de switchboard, il prend le premier truc, Alabama, allez, hop, et puis il le met dedans. Bon, c'est logique, mais il faut faire attention. À un moment donné, quand les gens vont faire exprès, parce qu'il y a des gens qui vont faire exprès, peut-être que dans les cas des crédits, peut-être qu'on fait exprès, parce qu'on fait moins confiance aux femmes, ou je ne sais pas quoi. Donc il va falloir réglementer, il va falloir réguler. Il va falloir que le régulateur prenne ça en main et dise, écoutez les gars, ça se voit là quand même. D'accord? Donc faites attention. Il faut quand même prendre des données qui soient ground truth, encore une fois, la vérité. Sachant que la vérité est potentiellement aussi subjective, hein, donc il faut faire attention à ce que ça veut dire, mais bon, il va falloir y penser. Et c'est le groupe, c'est nous aussi les citoyens, qui devons pousser, qui devons comprendre déjà ces problèmes. Donc en écoutant Émilie, en écoutant des gens comme ça, et puis une fois qu'on a compris, ben on dit, ben non les gars, attention, moi, je ne veux pas de ça. D'accord? Donc la société, les compagnies, le pays, le monde doit pouvoir aussi réguler là-dessus. Une autre chose qui m'énerve, tiens, je vais passer au truc suivant. L'intelligence artificielle est une boîte noire. On ne peut pas lui faire confiance parce qu'on ne sait pas. Elle fait des trucs, on ne sait pas ce que c'est. C'est faux. L'inexplicabilité en IA n'existe pas. On peut tout expliquer. On peut tout expliquer, on peut faire des erreurs, comme je viens de dire, aussi bien des erreurs au niveau data, au niveau des algorithmes, mais on peut tout expliquer. Ceux qui créent ces algorithmes sont capables de les expliquer. Alors, ce n'est pas forcément facile d'expliquer parce que c'est explicable mathématiquement, et donc expliquer pratiquement, c'est compliqué, d'autant plus compliqué que ces machines, à qui on va faire manger toutes ces données et ces algorithmes, elles font des millions de calculs par seconde. S'il fallait que moi, j'aille expliquer chacun des calculs et que je remonte des millions de calculs, il va falloir quelques millions de vies, ça va être compliqué. D'accord? Donc pratiquement, c'est inexplicable, si vous voulez. Mais mathématiquement, tout est explicable. Je vais vous donner un exemple qui date de 1914, parce que ce n'est pas nouveau comme problème. Cet exemple de 1914, c'est un garçon très intelligent, un mathématicien français qui s'appelait Gaston Julia. Gaston Julia invente ou découvre, ça dépend comment on veut dire ça, en 1914, les fractales. Alors les fractales, je ne sais pas si vous savez ce que c'est, mais quelques-uns d'entre vous, si vous savez ce que c'est qu'une fractale, tout de suite, dès que j'ai dit le mot, dans votre tête, vous avez une image de ce que c'est la fractale. En 1914, quand Julia crée la fractale, c'est une équation mathématique logarithmique qui, à chaque itération, donne le résultat d'une logarithmique précédente. Alors quand je viens de dire ça, vous comprenez strictement rien. D'accord? C'est normal. C'est des mathématiques. Pour les gens qui font un peu de mathématiques, ils vont comprendre. Donc c'est explicable mathématiquement. Mais c'est complètement inexplicable pratiquement. Parce que, on va voir ce qui s'est passé 40 ans plus tard, en 1955. En 1955, il y a un garçon qui s'appelle Benoît Mandelbrot, qui est élève de Julia à Polytechnique. Mandelbrot écoute bien, il part aux États-Unis, il arrive chez IBM. Chez IBM, il prend l'équation de Julia, il la met dans l'ordinateur, et là apparaît sur l'écran cette fougère que vous avez eue dans la tête quand j'ai dit fractal la première fois que j'en ai parlé, où on voit très clairement qu'à chaque niveau d'itération, on retrouve le même dessin que le dessin global. Et c'est ça qui est super rigolo et super intéressant. Mais donc, grâce à ce dessin, maintenant, la fractale devient complètement explicable pour tout le monde. Tout le monde, et évidemment, comprend ce que ça veut dire. Alors que donc, ce qui était seulement mathématiquement explicable 40 ans plus tôt, devient maintenant pratiquement explicable pour tout le monde. Mandelbrot en a profité pour changer le nom de l'équation de Julia à l'équation de Mandelbrot, mais ça, c'est une histoire familiale, on s'en occupe. Ça veut dire quoi? Je ne suis pas en train de vous dire que dans 40 ans, on aura la possibilité d'expliquer exactement ce qui se passe dans les intelligences artificielles. Mais ce que je suis en train de vous dire, que c'est possible qu'on trouve des outils, et on cherche d'ailleurs des outils, pour montrer justement cette explicabilité, pour pouvoir montrer que à chaque étape, il se passe quelque chose et comment ça se passe.
Et ça, il va falloir certainement d'autres intelligences artificielles qui vont calculer aussi vite que les intelligences artificielles sur lesquelles on va se cibler pour pouvoir l'expliquer. Mais mathématiquement, encore une fois, tout est explicable. Tant que je suis dans les trucs qui m'énervent, je vais passer à la voiture autonome. Alors, la voiture autonome, j'en peux plus. Autant l'IA, j'en peux plus, ça vous avez compris, enfin l'intelligence artificielle, j'en peux plus. Mais la voiture autonome, c'est encore pire. On nous saoule depuis 2 ans maintenant, on va dire, avec la voiture autonome. La voiture autonome, c'est quoi? C'est la voiture qui peut faire tout n'importe quand et qui peut vraiment se débrouiller dans n'importe quelle situation. Okay, c'est ce qu'on appelle la voiture autonome niveau 5. Il y a 5 niveaux d'autonomie. Aujourd'hui, on est à peu près au niveau 3. Si vous avez entendu parler des Tesla, par exemple, les Tesla aux États-Unis, même j'imagine ici aussi en France, les Tesla sont autonomes niveau 3. C'est-à-dire que sur les autoroutes, par exemple, vous pouvez la laisser conduire toute seule, etc. Donc dans des conditions très très contrôlées, vous pouvez laisser conduire la voiture. Et elle va conduire beaucoup mieux que vous, hein. Ça va être super. Niveau 4, ça serait un niveau un peu plus, enfin au-dessus, où là, elle va pouvoir conduire aussi dans certaines villes, etc. etc. Niveau 5, c'est l'autonomie totale, parfaite. Elle fait tout mieux que vous, tout le temps, et dans toutes les situations. Et c'est celle-là avec laquelle on nous saoule, on nous dit, en 2018, par exemple, au CES 2018 à Las Vegas, on dit, dans 2 ans. Dans 2 ans, les voitures autonomes arrivent. Bon, CES 2019, un an après, allez, 5 ans. Dans 5 ans, 10 ans. 10 ans, ça arrive. OK? Très bien. Là, je peux vous annoncer officiellement, au CES 2019, ils vont dire 30 ans. Dans 30 ans, on va... Alors moi, j'ai un scoop pour vous aujourd'hui, quand vous allez ressortir tout à l'heure. La voiture autonome niveau 5, jamais. Jamais. Comme jamais. Jamais. D'accord? Avec les techniques qu'on utilise aujourd'hui, les techniques mathématiques dont j'ai parlé tout à l'heure, qui sont juste des statistiques et de la logique. Okay? Absolument jamais. Et je ne vais pas seulement vous dire jamais, je vais vous le prouver. Et alors c'est assez facile à prouver, en fait, ici en France, c'est facile. Pas très loin d'ici, il y a un truc qui s'appelle la place de l'Étoile. Et place de l'Étoile à 18h. D'accord? Place de l'Étoile à 18h, c'est intéressant. D'accord? Pourquoi c'est intéressant? Parce que vous foutez une voiture autonome là, place de l'Étoile à 18h, le truc il n'avance pas. Pourquoi? Et il y a des raisons tout à fait simples. Hein. Conduire sur la place de l'Étoile à 18h, ce n'est pas du code de la route. Il y a de la sociologie, beaucoup. Il y a beaucoup de négociations. D'accord? Alors vous allez me dire, on peut toujours modéliser cette négociation, parce qu'il y a du véhicule-to-véhicule communication, on appelle ça, donc ça va exister, donc on va pouvoir faire communiquer les véhicules pour pas qu'ils se rentrent dedans, etc. Donc on va pouvoir faire des choses. La sociologie, ça va être un peu plus compliqué à modéliser, mais bon, imaginons, au bout de 5 ans, vous avez réussi à faire la bagnole qui traverse la place des Tôles en 1 demi-heure. Bravo. Alors maintenant, cette même bagnole, là, vous êtes bien fait chier à faire pendant 5 ans, d'accord? Vous la prenez et vous l'amenez à Bangalore. Alors je ne sais pas s'il y en a certains qui ont déjà essayé, ou qui ont été, ou qui ont vu Bangalore, mais si la place de l'Étoile c'était compétition, Bangalore c'est champion du monde. Vous voyez? Donc là, vous allez avoir maintenant votre bagnole qui ne marche toujours pas, évidemment, et vous allez refaire des trucs spécialement pour Bangalore, blablabla, et après vous l'amenez à Kinshasa, vous l'amenez je ne sais pas où. Enfin bon, bref, ce que je suis en train de vous dire, c'est qu'une voiture qui peut s'adapter à toute situation, comme nous, on peut s'adapter, parce que nous, on est intelligent, cette voiture-là n'existera jamais. C'est pas possible. Et donc, un autre exemple, enfin une autre chose qui s'est passée récemment, le PDG de Waymo. Waymo, c'est la boîte qui est certainement le plus de... elle n'est pas très connue du public, mais c'est eux qui font des algorithmes et qui travaillent sur la voiture autonome depuis 10 ans. Et c'est une société de Google qui est très très forte. Ils ont conduit 11 millions de miles avec ces voitures autonomes, où là on les définit plutôt entre 3 et 4. D'accord? Donc 11 millions de miles, c'est beaucoup. Le CEO, le PDG de Waymo, en mars, a annoncé la voiture autonome niveau 5 n'existera jamais. Très bien. Il lui a fallu 10 ans. Félicitations. Maintenant, ça s'est réglé. Mais il y a plein de gens qui continuent à y croire, malgré tout. D'accord? Mais surtout, ce qu'il a fait aussi, il a mis sur YouTube, parce que c'est une boîte Google, donc ils ont mis sur YouTube toutes les vidéos de ces 11 millions de miles qu'ils ont conduits. Alors, je ne vous cache pas que c'est très, très, très chiant. Hein, parce qu'en gros, vous voyez une caméra qui est derrière le pare-brise et la voiture qui conduit dans Palo Alto et dans Mountain View, c'est mortel. Alors, c'est très, 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 très chiant. Mais
J'adore ça. Et donc, je regarde ces vidéos. Je n'ai pas regardé les 11 millions encore, mais les 11 millions de miles, ça va faire un peu long. Mais j'ai regardé peut-être 0,001%. Et donc, je regarde comme ça les vidéos qui sont disponibles sur YouTube. Mon fils me dit que je suis complètement idiot, mais bon, je continue quand même. Et j'ai eu raison. Parce que récemment, j'ai trouvé la pépite. Enfin, je dirais plutôt une pépite, parce que je suis sûr qu'il y en a beaucoup, beaucoup plus. Mais j'ai trouvé une pépite qui est fabuleuse. Alors, je vous la raconte. On voit donc une voiture, vous voyez le truc qui est derrière le pare-brise, et donc on voit la voiture qui est dans une rue de Mountain View, je pense. Et donc elle est en train de conduire comme ça, et bon, il se passe rien, hein, c'est chiant comme la mort, comme j'ai dit. Et donc le truc, au bout d'un moment, au milieu de rien, pounk, la voiture s'arrête. Et là, attends 2 secondes, zip, elle recommence, pounk, elle s'arrête au bout de 2 mètres. Zip, elle recommence, pounk, elle s'arrête au bout de 2 mètres. Et fait ça 2-3 fois. Et là, on sent, il y a un opérateur, toujours, il y a un mec derrière le volant, toujours pour vérifier qu'il n'y a pas des bêtises qui se passent. On sent que le gars reprend le volant, parce que le mec derrière, il a commencé à klaxonner. Enfin, c'était complètement ridicule, quoi. Et là, on regarde la vidéo, parce qu'on est, mais qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi? Vous regardez la vidéo, et vous voyez sur le bord, sur le trottoir, vous voyez 2 gars qui sont en train de marcher. Bon, 2 gars qui marchent. Mais vous regardez encore un peu plus intensivement, et vous voyez qu'un des 2 gars qui est en train de marcher, sur son épaule, il a un panneau stop. Alors, la bagnole, elle s'arrête. D'accord? Alors nous, vous, j'espère, vous vous arrêtez pas. Ah oui, un connard sur le bord de la route avec un panneau stop, vous vous arrêtez pas. D'accord? La voiture, elle s'arrête. Pourquoi? Parce que si stop, alors arrête-toi. Okay? Le gars, l'ingénieur qui aurait mis la règle, si c'est un mec qui marche sur le bord de la route avec un panneau stop sur l'épaule, lui, il faut l'embaucher. Non, parce que c'est un génie. Jamais on aurait pu penser à un cas comme ça. D'accord? Jamais dans les données qui sont collectionnées, sauf évidemment dans ces 11 millions de miles, il se trouve que celle-là y est, et maintenant il y a certainement la règle qui dit ça, d'accord? Mais jamais dans les données on aurait pu avoir ce cas-là. Il y a toujours un cas quelque part où nous, humains, on va s'adapter, et la machine ne pourra pas s'adapter. Parce que ce ne sera pas dans les règles, ou ce ne sera pas dans les données. Okay? Donc on est intelligent, on a le contrôle de ces machines ne sont pas intelligentes, elles ont 0 contrôle. J'ai combien de temps? Parce que je vais faire 2 heures moi sinon. Ok. Donc on parle souvent de Siri évidemment, parce que mais Siri, il faut que vous compreniez que c'est un machin qui date de 1997. Les premiers brevets, on les a fait en 1997, donc 14 ans avant que ça arrive au grand public. D'accord, c'est arrivé chez Apple en 2011. Donc si vous voulez, moi Siri, ça me saoule un peu quand on m'en parle. C'est pour ça que je dis souvent que je suis le grand-père de Siri, parce que ça fait quand même très très longtemps. Mais ceci dit, Siri est intéressant, parce que c'est un peu notre faute si on a cru que ces intelligences artificielles pouvaient en fait être intelligentes. Et parce que, en fait, on savait que ça ne marchait pas. Alors c'est complètement pas logique ce que je suis en train de vous dire, mais c'est justement parce qu'on savait que ça ne marchait pas qu'on a créé ce que moi j'appelle aujourd'hui la stupidité artificielle. La stupidité artificielle, c'est ce qui nous a permis en fait d'humaniser cette intelligence artificielle. Et pourquoi? Parce qu'en fait, on est un peu stupide. D'accord? Et donc, en rajoutant cette stupidité artificielle, on a humanisé le machin et on l'a fait nous ressembler. Alors, vous allez dire, je ne suis pas complètement stupide, quand même, il ne faut pas exagérer. Ben, on n'est quand même pas très très finaux, hein. Je vous l'ai prouvé tout à l'heure avec l'addition. C'était pas terrible le résultat. Il faut quand même être clair. Mais, donc, qu'est-ce qu'on a fait? On a réalisé, en fait, que cette intelligence artificielle, cette reconnaissance vocale qu'on avait créée, ne marchait pas bien. Ça marchait à l'époque à 80% à peu près. Ça reconnaissait 80% de ce que vous disiez. 80%, c'est pas beaucoup en fait. Hein. C'est beaucoup, mais c'est pas beaucoup. Imaginez un bouquin où il vous manque 20% des mots dans une page. Ça veut dire que sur une page de 300 mots à peu près, il vous manque 60 mots. Pour comprendre le bouquin, c'est compliqué. D'accord? Donc, pour comprendre que l'intelligence que vous racontez, pour que l'intelligence artificielle comprenne ce que vous lui racontez, c'est compliqué. Et donc, ce qu'on a créé, cette fameuse stupidité artificielle dont je suis en train de parler, et ça basé sur une théorie que j'appelle la théorie de la boîte de nuit. Alors là, je vais vous reperdre, hein, c'est un peu comme l'histoire des chats tout à l'heure, mais je vais vous rattraper aussi. Donc, la théorie de la boîte de nuit, c'est assez simple. Vous êtes en boîte de nuit, beaucoup de bruit, vous êtes un peu bourré. Donc, vos capacités intellectuelles et environnementales sont diminuées. Okay, très simple.
Maintenant, il y a quelqu'un qui vous parle dans cette boîte de nuit. D'accord? Quelqu'un vous parle et bon, il y a un truc à faire, donc on va discuter, on va continuer la conversation. Enfin, elle vous parle, elle vous parle, elle vous parle, et vous comprenez moins de 80%, d'accord? Donc c'est compliqué. Donc première étape de la stupidité artificielle, quand la personne vous parle comme ça, première étape c'est... Voilà. Donc ça c'est complètement stupide, d'accord? Mais c'est la première étape. C'est très bien. Donc on reste dans la conversation continue, bon, tout va bien. Et puis à un moment donné, bon, il y a votre self-esteem quand même quelque part qui est là, et puis il faut répondre. D'accord? Et vous n'avez strictement aucune idée de ce qui se passe là. Alors ce que vous allez faire, c'est en plus d'être un peu stupide que vous avez fait tout à l'heure, là vous allez être complètement stupide, et vous allez faire une blague, ou vous allez raconter n'importe quoi qui n'a rien à voir avec le schnublique, mais bon, au moins vous continuez la conversation, c'est pas très grave parce qu'elle est bourrée aussi, donc c'est pas très important. Mais ce qui est bien, c'est qu'on a continué la conversation, et nous on a scénarisé ça. Ça veut dire quoi? C'est-à-dire qu'on a embauché des scénaristes de Hollywood pour pouvoir, s'il y avait certains mots qui étaient détectés, ben, on rentrait dans une boucle où on racontait des petites blagues et on faisait des choses comme ça. D'accord? Donc c'est en créant cette stupidité, en créant qu'on a humanisé Siri. Et on voit aujourd'hui d'ailleurs que tous les assistants vocaux dont vous avez entendu parler, ils font beaucoup de ces petites blagues ou de ces petites diversions, on va dire, quand ils ne comprennent pas. Mais ceci dit, ce que je dois dire aussi, c'est que je ne veux pas cracher seulement sur Siri en disant que c'était pas bien, on s'est bien amusé. Il y a quand même 300 millions de personnes qui l'ont utilisé, qui continuent d'ailleurs à l'utiliser. Peut-être pas les 300 millions maintenant, mais en tout cas, on est 300 millions de personnes qui ont utilisé ça. 300 millions de personnes, c'est quand même beaucoup, quoi. Parce que les gens se sont retrouvés un peu dedans, ils se sont amusés, ils ont joué avec, et c'était rigolo. Donc ça, c'est bien. Mais aussi, dans ces 300 millions de personnes, il y a en fait eu des vies sauvées. Comment on peut sauver des vies avec une stupidité artificielle qui ont utilisé. Et il se trouve qu'un jour, par exemple, il y avait un gars dans le sud des États-Unis, un des États du Sud, je ne me rappelle plus, qui était en plein été, très très chaud, 40 km à la ronde, rien du tout, il est dans sa ferme en train de réparer sa bagnole. Il répare sa voiture et hop, la voiture lui tombe dessus, l'écrase complètement, lui sectionne une partie de la jambe, ça commence à pisser le sang. Le gars, il en a pour 1 heure. D'accord? Il dit, je vais crever, c'est fini. Et là, il dit, ah, dans ma poche, là derrière, j'ai mon téléphone. Il dit, hey Siri, call 911. Ça a collé 911, il a été sauvé. Donc, quelque part, cette stupidité artificielle, cette intelligence artificielle qu'on a créée, peut aussi servir, et ça sert quand ça commence à être vraiment diffusé à plein de gens, comme ce gars qui était dans sa ferme dans le sud des États-Unis. Je vais terminer, en fait, je vous parlais de l'IA et que je voulais continuer à parler d'IA, mais que je ne voulais plus parler d'intelligence artificielle. Et en fait, je ne vais pas parler d'IA par domaine. Je ne vais pas dire que l'IA, c'est un domaine scientifique. L'IA, c'est tous les trucs qu'on peut faire qui vont être ces outils hyper puissants qui vont nous aider. Et donc, au lieu de parler d'intelligence artificielle, je vais parler de intelligence augmentée. Ce n'est pas un domaine, l'intelligence augmentée. C'est nous qui sommes augmentés par cette intelligence artificielle. C'est nous qui sommes augmentés par cette IA. Parce que c'est nous qui la contrôlons, c'est nous qui faisons ce qu'on veut avec. Et ce qu'on veut avec, ça peut être bien, c'est ce qu'on espère quand on crée un outil, mais ça peut être mal aussi. D'accord? Ces intelligences artificielles, ces IA, on en crée depuis la nuit des temps, en fait. Je vous ai parlé de la pascaline, mais j'aurais pu vous parler du marteau. Le marteau, c'est une IA, dans le sens où c'est un outil qui est extraordinaire. Ça vous permet de planter un clou sans vous faire mal à la main. D'accord? Ça marche relativement bien. C'est vous qui avez le manche. C'est vous qui décidez. Et c'est vous qui décidez d'utiliser le marteau pour mettre un coup sur la tête du mec d'à côté, si vous voulez. Ça, c'est pas bien. C'est pas bien, mais il faut le comprendre. Il faut comprendre pourquoi ça fait mal quand on donne un coup de marteau. Il faut que la société comprenne. Il faut que je comprenne que j'ai ma propre éthique pour comprendre que c'est pas bien, que le groupe est l'éthique et qu'à un moment donné, on régule. Comme je disais tout à l'heure, il faut des lois. Il faut des lois de temps en temps pour réguler ces intelligences artificielles, ces IA qui peuvent être très puissantes, d'accord, avec lesquelles on peut faire beaucoup de dégâts. Mais les dégâts, ils ne sont pas faits par l'intelligence artificielle. Ces dégâts, ils sont faits par nous. Okay, c'est nous qui décidons, c'est nous qui avons les clés. On peut tout lâcher si on veut, mais c'est nous qui décidons. Là, si le dessin présent était très joli, merci. Le suivant, c'est la vie. Je vais vous dessiner la vie. Donc, vous allez sortir de là illuminé. D'accord ? Donc, la vie, c'est quoi? C'est les intelligences. Je ne vous ai jamais donné la définition de l'intelligence humaine.
Pour une raison simple, c'est que j'en sais rien. Je ne sais pas ce que c'est. Il y a plein d'intelligences, certainement. D'accord? On est multiples, on est intelligent de plein de façons. Donc là, j'ai essayé juste de représenter mathématiquement les intelligences. Okay? Donc représenter mathématiquement les intelligences, bah, c'est relativement simple en fait. Je vais prendre le niveau d'intelligence, 0, Trump, à 100. D'accord? 100, le génie. Okay? Et je vais prendre les domaines d'intelligence. Je ne sais pas ce que ça veut dire, mais les domaines d'intelligence. Tout ce qu'on peut, à quoi on peut être bon. Et alors j'ai une bonne nouvelle. Nous, les humains, nous tous ici, on est là. On est là. On est OK. On n'est pas complètement con. D'accord? On n'est pas des génies, mais on est pas mal. Et ce qui est rigolo dans ce graphe ici, c'est que ces intelligences, on est continu. Ça veut dire quoi, continu? Ça veut dire que dans tous les domaines, on a un truc qu'on peut la ramener. On a toujours une opinion sur n'importe quoi. Sinon, on n'a pas forcément raison, d'accord? Mais on a une opinion, on peut la ramener sur n'importe quoi. Okay? Donc on est complètement continu dans n'importe quel domaine. Mathématiquement parlant, continu. Mais non seulement on est continu, mais en plus, on est infini. Alors ça veut dire quoi qu'on est infini? Ça veut dire que depuis la nuit des temps, on invente des trucs, tout le temps. On invente des trucs en permanence. Le Cro-Magnon, il ne vivait pas complètement comme nous aujourd'hui, d'accord? Donc on a inventé des trucs, et quand on invente des trucs, on s'adapte. On s'adapte immédiatement. Si quelqu'un dans les voisins, le groupe autour, va comprendre ce que c'est tout de suite et va pouvoir en parler. D'accord? On s'adapte, on est infini et continu. Alors les intelligences artificielles maintenant. Alors je vais commencer par les échecs. Là, c'est moi aux échecs, d'accord? C'est moi qui ai fait le dessin, donc je fais ce que je veux. Donc je suis pas mal, ok? Bon, c'est bien. L'intelligence artificielle dont on parlait tout à l'heure, elle est où? L'intelligence artificielle, elle est à fond. Elle est à 100. Si vous gagnez contre votre ordinateur aux échecs, c'est parce que vous l'avez mis au niveau 4. Ok? Au niveau 10, vous n'avez aucune chance. 0. Elle va vous battre. Ok? C'est ça. Maintenant, on va regarder le Go. D'accord? Le Go, le Go, c'est rigolo, si je peux me permettre. Le Go, il est à 101, le 110. Il est au-dessus d'un génie. Pourquoi? Parce que rappelez-vous, il y a tellement de coups. Et il y a des coups qui sont infinis. En gros, il y a des coups qui n'ont jamais été vus dans l'humanité. Que la machine peut avoir. Que nous, on peut avoir aussi, mais la machine peut en avoir plus facilement, plus souvent. Donc, le Go, il est à fond là. Pof. Prenons la conduite. La conduite, niveau 4, ça va être super. Continuons surtout à développer ça. Ne nous arrêtons pas. Ça va éliminer 90% des accidents qu'il y a sur la route. Les fautes d'inattention qu'on fait, le fait qu'on soit bourré au volant, le fait qu'on texte au volant, toutes ces bêtises qu'on fait, la machine ne fait pas, elle se concentre seulement sur ça, on lui a appris à faire ça. Il y aura des cas, comme j'ai dit tout à l'heure, où elle ne pourra pas s'en sortir, donc il faudra que l'humain reprenne la main, parce que nous, on pourra s'en sortir. Mais en général, c'est meilleur que nous dans la plupart des cas. Là, on va passer ça, je vous le dis après. Suivant. N'importe quoi, n'importe quel domaine, on peut créer un outil qui va être meilleur que nous. C'est ce qu'on fait depuis la nuit des temps, encore une fois. Le marteau, le couteau, vous pouvez imaginer n'importe quoi. On crée des outils. Il faut faire attention des fois, mais on crée des outils. Et donc, ils vont être meilleurs que nous. Et c'est pour ça, si n'est pas meilleur que nous, c'est pas un outil. Ça ne sert pas. Ça sert à rien. Mais là, ce qui est marrant, si on reprend le terme mathématique, ce que je viens de dessiner là, ces intelligences artificielles, ces IA, il y en a une par ligne, d'accord? Donc en mathématiques, ça s'appelle des lignes discrètes. Et pour passer de discret à continu, il faut multiplier par l'infini, en gros. Et l'infini, c'est beaucoup. D'accord? S'il faut créer des IA où chaque IA va prendre 440 kW, on va directement dans le mur. Donc il va falloir choisir ce qu'on fait. Il va falloir faire attention, on ne peut pas faire une infinité d'IA, on n'a pas assez d'électricité sur Terre. Okay? Donc il faut faire attention, et puis donc justement cette discrétion fait que intuitivement on comprend bien que jamais les IA pourront être proches de nous. Jamais.
On va regarder justement ici ce qui se passe. Ici, c'est deux domaines qui sont des domaines connexes. Donc, c'est des domaines très proches. D'accord ? Et il y a des gens aujourd'hui qui disent, bah, tiens, si je crée un modèle de conduite, je vais pouvoir l'appliquer au modèle de livraison, par exemple, qui est un domaine connexe, très proche. Ça s'appelle du transfer learning. Je vais transférer ce que j'ai appris là, ici. Alors c'est intéressant comme concept, c'est pas mal, ça va permettre peut-être d'économiser un peu l'énergie énorme qu'il faut pour créer ces modèles et de récupérer les données dont on a besoin dans ce modèle. C'est intéressant. Mais si on regarde bien là, ce qui se passe entre ces deux domaines connexes, comme ils sont discrets, vous savez ce qu'il y a entre les deux. Entre les deux, c'est l'infini, encore une fois. Et donc il y aura toujours un cas, quelque part, qu'on ne pourra pas transmettre, qu'on ne pourra pas transférer de l'un à l'autre, on aura oublié, où il y a un cas qui ne s'applique pas, etc. D'accord ? Alors ce qui est encore plus rigolo maintenant, c'est de regarder ici, là, dans ce qui n'existe pas encore, dans ce qu'on n'a pas encore inventé. Elles sont où, les IA ? Vous avez une idée ? Les IA, il n'y en a pas. Il n'y en a pas, elles sont nulle part. Pourquoi ? Parce que c'est nous qui allons inventer le truc. Quand on va inventer le truc, alors on va commencer à faire des règles, on va commencer à faire créer des data, les données. Bah, il faut que les IA, c'est nous qui contrôlons, c'est nous qui faisons tout ce qu'on veut avec ces IA. Nous avons le choix, on a les clés. Les IA ont 0 clé. C'est pas elles qui décident. Parce que je reparle de cette image, il y a quelques éléments que je voudrais mettre en exergue. D'abord, le fait qu'il y ait une personne au milieu. Alors, c'est le conférencier, vous me direz, évidemment, qui est au milieu, mais c'est une personne humaine. Et c'est toute la question du rapport entre l'homme et la machine. C'est une des questions que pose précisément cette intelligence artificielle, pas simplement, cette intelligence augmentée, pas simplement les machines physiques que nous connaissons depuis le silex taillé de la préhistoire jusqu'aux machines plus élaborées aujourd'hui, jusqu'aux robots contemporains. Mais c'est la question qui se pose, et la question qui se pose, c'est quelle est la place de l'humain ? Comment, et je pense que c'est une question qui est revenue tout à l'heure dans le débat, comment resterons-nous humains dans cet environnement de plus en plus mécanique ? L'usage des machines, alors bien sûr on peut refuser de l'utiliser, hein, il a dit, ou tel ou tel, enfin c'est vrai qu'on est de plus en plus pris dedans. L'exemple des impôts sur Internet, de plus en plus de choses passent par des machines dont on a parfois du mal à comprendre le fonctionnement. Mais donc la question est de savoir comment nous resterons humains, qui est aussi la question de l'intelligence finalement. Qu'est-ce que signifie l'intelligence ? Est-ce que l'intelligence se résume à du calcul ? Alors, je crois que et c'est pas par hasard qu'il est pris le premier exemple, le calcul mental. Le calcul mental, alors il y a des personnes qui sont beaucoup plus douées en calcul mental, mais c'est pas maintenant mon cas, que d'autres qui auraient pu tout de suite répondre à la question qu'il a posée. Mais c'est effectivement, c'est peut-être ça qui peut venir spontanément à l'esprit, hein, une personne intelligente, une personne qui calcule vite. Est-ce que c'est forcément le cas ? C'est pas, on peut se poser la question, je ne suis pas sûr que ce soit la meilleure entrée dans ce qu'on appelle l'intelligence. Est-ce que l'intelligence, c'est un raisonnement qui peut effectivement se formaliser par des algorithmes ? Peut-être pas nécessairement. Une question qu'on peut se poser justement quand on réfléchit sur être humain ou être intelligent, c'est quelle est la place de la dimension relationnelle de l'humain là-dedans ? Hein, est-ce que nous serons finalement réduits à la seule relation entre l'individu et la machine, via Internet, via les robots, etc. Hein, qu'est-ce qu'il en sera, qu'est-ce qu'il en est déjà aujourd'hui, de la relation interhumaine ? La relation interhumaine, elle n'est pas forcément très présente sur ce schéma, mais enfin, on peut le réintroduire. Dans quelle mesure ces technologies nous permettent d'entrer davantage en relation avec les autres, ou au contraire, sont un frein pour cela ? Est-ce que finalement, cette dimension de relation, est-ce que c'est pas ça qui contribue à nous rendre davantage humains ?
Prenez la relation éducative, hein, elle a fait allusion à la petite fille de 2 ans et ses chats, bon, mais elle a appris à les reconnaître parce que quelqu'un lui a enseigné. Donc c'est une question qu'on peut effectivement se poser. Et on peut se la poser à travers la réflexion qu'il a menée. C'était à la fois très pédagogique et autant je puisse en juger, moi je ne suis pas du tout expert en ces matières très complet. Ce qui peut-être évite le syndrome de la boîte noire. Et je pense qu'il a eu raison, oui, mon doigt n'est pas tout à fait allé jusqu'à la hauteur, mais il a eu raison de démythifier cette image comme selon laquelle la machine serait une boîte noire dans laquelle, où finalement on n'a pas besoin de comprendre ce qu'il y a dedans. La boîte noire, c'est la machine boîte noire, c'est une entrée et une sortie. On entre des éléments, des données par exemple, et on sort des éléments, des données par exemple. Et à la limite, peu importe ce qui se passe entre les deux. L'important, c'est que le système soit efficace et que les données de sortie correspondent à ce qu'on en attend. Est-ce que on entre des photos de chats et on sort effectivement, c'est un chat. Voilà, bon. La machine est efficace. Et à la limite, on ne se pose pas la question de ce qu'il y a à l'intérieur. Mais est-ce que justement, donc, le critère, autrement dit, la valeur décisive dans un tel mode de fonctionnement, c'est l'efficacité. Voilà, c'est l'efficacité. Et ça correspond effectivement à ce qu'est le développement de la science et de la technique des temps modernes, c'est de se rendre de plus en plus efficace. Et ça marche de cette façon. Et il se trouve que, bon, j'ai un peu travaillé en histoire des sciences, et je viens de sortir un petit livre avec Michel Blais. Bon, ça, c'était pas prévu dans le programme, mais il vient de sortir il y a quelques jours avec l'historien des sciences Michel Blais. On a fait ensemble un petit ouvrage qui justement réfléchit sur l'histoire des sciences et sur les modèles sous-jacents. Quels sont les modèles d'univers qui sont derrière l'émergence de la science moderne? Et le modèle principal, et c'est là que ça rejoint notre propos, le modèle dominant, c'est celui de la machine. C'est de voir le monde comme une machine. Alors, c'est le monde horloge, bon. Donc d'abord le monde physique, et puis ensuite progressivement le monde vivant, et puis peut-être aussi ce troisième stade qui correspond à ce que notre question, c'est-à-dire est-ce que, donc non seulement le monde physique, il est inerte et peut-être modélisé par une machine, le vivant éventuellement peut être modélisé, le corps vivant peut être modélisé par une machine, et est-ce que la pensée, est-ce que ce qui est le plus propre à l'humain, est-ce que ça peut être aussi modélisé par une machine? C'est ça la question qui est derrière. Or, qu'est-ce qui caractérise la machine? C'est précisément qu'elle est efficace. Elle produit les résultats qu'on attend. Mais vous voyez bien ce que ça peut signifier en termes de représentation. Est-ce qu'effectivement, ce qui nous fait humains, c'est la valeur principale que nous voulons donner à notre action, c'est l'efficacité, ou est-ce que c'est autre chose qui est justement de l'ordre de la compréhension. Ce qui m'a frappé en lisant un certain nombre d'ouvrages autour de ces questions-là, c'est de voir que finalement, c'était moins la recherche de causes, comment dire, d'explications qui était derrière les recherches, que justement une recherche une quête d'efficacité. Et qu'à la limite, certains, peut-être pas forcément les meilleurs, certainement pas le cas de Luc Julia, certains praticiens de ces domaines-là disaient, mais finalement, peu importe ce qui se passe dans la machine, l'important c'est que ça donne des résultats. Or, justement, je crois que ce qui nous fait être humain depuis, c'est ça le point de départ de la philosophie, au moins depuis Aristote, sinon avant, c'est la recherche de causes, d'explications. Pourquoi? Répondre à la question pourquoi, voilà, je pense que là, on touche de plus près ce qui nous fait humains. Un des domaines, il y a bien des domaines dans lesquels ces nouvelles techniques sont utilisées. Récemment, je lisais un ouvrage co-signé par Antoine Garapon et par un autre auteur dont le nom m'échappe sur le moment, qui traitait de l'usage de ces machines dans le domaine du droit. Voilà. Et évidemment, on peut se dire c'est tout à fait fascinant, en particulier pour ce qui est de la jurisprudence.
sais pas s'il y a des juristes ou parmi nous, mais une machine a une mémoire, sinon infinie, au moins bien plus importante que n'importe quel magistrat. Elle peut mémoriser tous les cas possibles de jurisprudence dans tous les domaines. Et donc elle peut effectivement tirer des conclusions à partir des données qu'on lui donne. Telle personne a commis tel délit, dans telle circonstance, etc. Et elle peut, en analysant toute la jurisprudence, faire un jugement. Et donc il peut être tentant de dire, après tout, on n'a plus besoin de juge. On va remplacer les juges par des machines qui vont tirer une conclusion qui sera peut-être moins influencée par des éléments subjectifs. Il y a eu des études qui ont été faites aux États-Unis comparant des jugements, par exemple, avant le déjeuner et après le déjeuner, et montrant qu'il y a des biais humains. Hein, et ça, on le sait bien, pour besoin de l'intelligence artificielle pour le savoir. Il y a des biais humains dans le jugement, et qu'une machine n'aura pas, comme la conduite autonome. Est-ce que, on va peut-être gagner quelque chose en termes d'objectivité, mais est-ce qu'on n'est pas en train de perdre quelque chose en termes justement de qualité humaine, c'est-à-dire que de garder le fait qu'un jugement soit humain. Voilà. Alors, on a parlé du risque, question a été posée sur le risque, qui fait partie de la vie humaine. Les machines peuvent réduire le risque, mais est-ce qu'on n'est pas en train de perdre aussi une dimension humaine? J'ai pas la réponse. Hein. Je ne suis pas en train de dire réduisons les machines. Un autre domaine qu'on pourrait aussi invoquer dans le champ des applications intéressantes qui commencent à se mettre en place aujourd'hui, c'est le domaine de la médecine, par exemple. Un diagnostic, on a déjà des machines qui, à partir d'analyse d'images, peuvent faire des diagnostics de cancer de la peau de manière plus efficace que des médecins expérimentés. Est-ce que nous ne sommes pas aussi en train de perdre quelque chose à travers ça? On le gagne, bon, c'est évident. Premier niveau, c'est un gain d'efficacité, mais deuxième niveau, est-ce que nous ne sommes pas en train de perdre quelque chose là-dedans? Encore une fois, je n'ai pas la réponse et personne n'a la réponse, mais dans tout l'intérêt de la réflexion dans ce domaine-là, c'est de nous faire mieux prendre conscience de ce qui nous fait vraiment être humains. J'ai parlé au début de la dimension relationnelle, mais il y a d'autres dimensions qui peuvent être mentionnées aussi.